Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une émission de Zoom Appalaches. Cette semaine, nous recevons le docteur Maria Zakharova, qui est chimiste chez Oleotech en chimie verte. Alors, Madame Maria, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette chance de discuter avec vous, parler de sciences, de l'industrie, de chimie verte. C'est un grand plaisir d'être ici. Donc, c'est ça. Moi, je m'appelle Maria. Je suis chimiste en recherche et développement, chargée de projet chez Oleotech depuis presque 2 ans. Avant ça, j'étais étudiant au cycle supérieur à l'Université Laval. Donc, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, mon parcours. Il faut mentionner que je suis quand même au tout début de ma carrière. Je n'ai pas une grande liste de compagnies où j'ai travaillé ou de mon expérience à vous présenter. En fait, je suis russe d'origine, donc j'ai étudié pour le baccalauréat et maîtrise au Moscou. Donc, ma carrière commence à l'âge de 17 ans, quand j'ai décidé de déménager à Moscou pour étudier à l'Université de Moscou. En fait, c'était le programme de 2 universités jumelées. L'Université de Moscou, c'est la meilleure université en Russie. Et l'Université de technologie chimique de Dmitri Mendeleïev. Donc, c'est les 2 universités qui ont créé un programme qui, en fait, c'était le bac et maîtrise jumelé. C'était le programme de 5 ans où on a étudié et fait les recherches scientifiques dès la première année. Donc, c'était un programme innovatrice. Donc, et en fait, après avoir terminé baccalauréat, j'ai décidé de continuer mes études et faire les maîtrises à l'Institut de chimie éléments organiques de Nesmeyanov. Le nom de l'institut est un petit peu long en russe, mais en fait, j'ai travaillé sur le développement de molécules anticancérogènes avec les propriétés bioactivité anticancérogène. J'ai travaillé sous le superviseur de professeur Bregadze. Et ensuite, après avoir terminé les études en maîtrise, j'ai décidé que, en fait, je pense que j'ai assez de connaissances, j'ai assez de courage pour essayer d'étudier à l'étranger. Donc ici, j'ai eu 4 propositions à l'époque. 2 propositions pour faire les études doctorales à l'Université Laval, professeur Frédéric Georges Fontaine et professeur Thierry Olivier. Et 2 universités, une université de Nouvelle-Zélande et une université de République de Tchèque. Et c'est ici, en ce moment, en fait, j'ai appris c'est quoi Québec et c'est quoi votre langue. Ici, j'étais vraiment charmée par votre culture, par les qualités de vie, par la langue québécoise. Et en fait, j'ai décidé, sans connaître la langue, sans savoir la langue, j'ai décidé de quand même déménager, essayer d'étudier ici, essayer de maîtriser la langue et peut-être avoir la carrière comme scientifique au Canada. Alors, c'est ça, vous avez fini votre doctorat à l'Université Laval. Tout à fait. J'ai terminé mes études en 2017 à l'Université Laval. C'était co-direction de 3 professeurs. Professeur Frédéric Georges Fontaine, qui travaille sur les molécules, sur la chimie organométallique. Professeur Freddy Kleitz, qui travaille sur les nanomatériaux. Et professeur Faisal Larachid, au département génie chimique, qui travaille sur la capture de gaz à effet de serre. Et votre thèse portait sur quoi? Oui, c'est la thèse sur développement de nanomatériaux pour capture et transformation des gaz à effet de serre. Ah bon? C'est justement de ça, ça répond à la question de où vient ma passion de problèmes de réchauffement climatique et le problème d'émission de gaz à effet de serre. D'accord. Alors, le phénomène naturel pour le réchauffement climatique, c'est un peu ce que vous étudiez? Oui, en fait, phénomène naturel, en fait, il y a plusieurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a les sources d'émissions naturelles, mettons, c'est l'éruption de volcans, c'est les feux sauvages. Et il y a les sources anthropiques. Donc ça, c'est la combustion de fossiles, en fait. Donc, combustion de pétrole ou l'activité industrielle, l'activité chimique, comme on appelle chimique dans le mauvais sens. Ouais. C'est ça, de l'humanité, en fait. Donc ici, il y a 2 sources d'émissions, mais leur impact, évidemment, c'est pas comparable. L'impact anthropique est beaucoup plus élevé et important que l'impact naturel. D'accord. Un feu de forêt, c'est un impact naturel? Tout à fait, oui. Si c'est
Mettons oui puis non, parce que si c'est l'effet de forêt qui est provoqué par le changement climatique, mettons, quand le climat devient de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de... les forêts deviennent de plus en plus secs et prompts à feu sauvage. Ça, ici, ça devient interconnecté, en fait, l'effet anthropique et les phénomènes naturels. Oui. Puis ça attaque la couche d'ozone, je présume? Oui, puis non. Les couches d'ozone, je dirais que c'est un autre problème. Ça, c'est surtout les gaz... GES qu'on appelle? GES, c'est gaz à effet de serre. Ouais. C'est surtout, en fait, c'est le CO2 ou d'autres gaz à effet de serre qui provoquent réchauffement par l'autre mécanisme. Il y a d'autres gaz qui, surtout les gaz synthétiques comme polyfluorocarbone, les fréones, qui peuvent endommager notre couche d'ozone, mais c'est l'autre problème. CO2, c'est le produit final de combustion de matière organique qui capture le chaleur qui est émis par notre planète et qui empêche le chaleur qui est émis par notre planète de sortir de l'atmosphère terrestre et partir en cosmos. Mm-hmm. Et ce chaleur est gardé dans l'atmosphère, dans la troposphère. C'est la couche 13 à 15 km de couche terrestre, mettons. Et en fait, c'est justement la base, la chaleur, et les répartie, les partagée dans cette couche aérienne. Et en fait, c'est ça qui cause le problème de réchauffement parce que les températures moyennes de globe augmentent progressivement. Mais l'ozone, c'est un petit peu différent problème. Mais dans votre travail de recherche chez Holotech, c'est pas des sujets que vous touchez, ça? Vous êtes plus en chimie verte, vous? Oui, on est plus en chimie verte, mais... capture, transformation des gaz à effet de serre, on commence à parler de plus en plus. En fait, le service va être déterminé par la demande. S'il y a l'industrie émergente dans ce créneau-là, évidemment, nous, on pourrait créer le département ou créer le créneau. D'accord. Et les économies rouges, vertes et bleues, c'est quoi exactement, oui. Ça? C'est très intéressant. C'est un de mes sujets préférés. On va regarder un exemple. C'est l'exemple que j'ai présenté durant ma conférence qui était le 10 octobre à la bibliothèque de Cégep de Thetford. Par exemple, si on regarde un produit aussi populaire, aussi consommé partout sur la planète comme café. Donc, évidemment, on aime tous les cafés, mais de point de vue l'efficacité de production, café il reste un des produits les plus polluants et inefficaces en termes de production. Parce que, en fait, si on regarde tous les cycles de croissance de l'arbre jusqu'à les graines de café et les caféines qui est extrait de graines de café dans notre tasse, toutes les biomasses qui s'apprend et les quantités de déchets qu'on génère, en fait, les quantités de biomasse utiles pour nous, pour le goût et pour l'effet qu'on cherche, c'est seulement 0,2% de toutes les biomasses qu'on jette sur les champs de décharge, en fait, qui pourrit, qui génèrent beaucoup de gaz à effet de serre. 0,2, vous me dites? 0,2%. C'est pas beaucoup, ça. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, toutes les biomasses, c'est tous les plants de café qu'on jette. Et en fait, ensuite, c'est les graines de café qu'on fait la torréfaction. En fait, et après l'extraction de caféine, tout le reste, c'est le déchet, en fait, qu'on génère. Mais c'est des déchets qui sont biodégradables? Biodégradables, mais à un moment donné, on ne fait rien avec. Donc, on perd toute cette biomasse. Pas de compost. Dans les grandes industries de café, en fait, la majorité de déchets, ça se trouve sur le décharge. Okay. Et en fait, vu que les conditions là-bas, ce n'est pas favorable pour que le biomasse se décompose de manière bénigne pour la nature, en fait, ça décompose avec la génération de grandes quantités du méthane. Et le méthane, c'est le gaz à effet de serre 28 fois plus fort que CO2. Donc, ici, il y a 3 manières de voir comment cette industrie peut procéder en futur. Là, on est dans l'économie rouge. C'est ça. C'est vraiment économie rouge. C'est le mode de consommation linéaire. Donc, on extrait les matières premières, on produit le produit. Excuse-moi, produit le produit. C'est ça. En fait, on consomme le produit et on jette tout le reste. Okay. Et comme ça, on prend le deuxième partie, troisième partie à l'infini.
Pourquoi ça s'appelle économie rouge? Selon le créateur d'économie bleue qui s'appelle Gunther Pauli, pourquoi il appelait ça économie rouge? Parce que c'est l'économie de dette. Quand vous regardez votre carte de crédit, il y a une dette qui apparaît souvent en rouge. Donc ça, on vit en dette, on vit en crédit de futures générations. OK. Donc, économie verte, c'est l'autre manière de voir ça. C'est beaucoup plus intéressant de point de vue de développement durable que l'économie rouge, mais il y a encore beaucoup de lacunes. Économie verte, ça implique beaucoup d'investissements dans le développement durable, dans l'agriculture durable. Mettons, c'est l'agriculture équitable ou utilisation des produits qui sont moins néfastes pour la nature ou pour la population. Mettons, les fertilisants naturels, biodégradables. Et aussi, beaucoup de produits sont à l'origine organique ou biologique. Donc ici, cette économie, évidemment, ça coûte plus cher. Et le plus grand risque que si la crise économique arrive, cette manière de développer des affaires, il y a risque de ne pas survivre. Okay. Parce que justement, ça coûte cher. Si demain la crise économique arrive à Thetford, on va être moins intéressé d'aller chercher le produit organique et biologique qui coûte une fois et demie, 2 fois plus cher que les produits pas organiques ou biologiques. Donc, oui, c'est une solution plus intéressante, mais encore peut-être pas si intéressante de point de vue d'échelle mondiale. Si économie bleue, il arrive avec le vision scientifique et économique très intéressant. En fait, les gens ont remarqué que ce substrat, le café, qu'on jette, et en fait, même les restaurants, les grands restaurants, les grandes maisons de café, ils payent pour que quelqu'un arrive et cherche ces déchets de café. Notamment le mou de café. Exactement, les restants de café. Les scientifiques bleus ont remarqué que, en fait, ce substrat pourrait être parfait pour pousser les champignons. Et en fait, avec le développement de marchés végétaliens et aussi les gens qui sont préoccupés de consommation santé et le produit sans cholestérol, les champignons, le marché mondial des champignons est en croissance accélérée. En fait, déjà, le marché mondial des champignons est estimé d'être à peu près 17 billions de dollars en 2018-2019 et ça va continuer à croître en futur. Et en fait, si on utilise les déchets, mettons les résidus d'extraction de caféine, comme le substrat très efficace pour pousser les champignons, en fait, ici, on produit les champignons comme produit. Et aussi, qu'est-ce qui a été remarqué? Que le mycélium, en fait, c'est les racines de champignons. Il laisse le substrat de café très, très riche en acides aminés et en enzymes très importants. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie. C'est la nouvelle vie. Et en fait, ce produit pourrait être utilisé pour créer la nourriture pour les animaux. Et ici, on arrive à fermer le cycle, fermer le boucle de consommation. En fait, on produit la nourriture pour les animaux qui, en fait, vont produire le caca pour fertiliser le sol, pour pousser le café. Encore. Ici, on est dans le mode de consommation circulaire. Et ici, pourquoi économie bleue? Parce que, en fait, si on regarde notre planète de Cosmos, on voit que notre planète, elle a l'air bleue. Donc, l'auteur était inspiré par ce concept. Et l'idée clé, c'est en fait, il faut biomimiquer la nature. Il faut apprendre de la nature. Si on rentre dans la forêt, qu'est-ce qu'on va aux forêts? Il n'y a pas de monopole. Il n'y a pas de monopole. Donc, il n'y a pas d'acteur clé qui gagne toutes les ressources de forêt. Toutes les ressources sont réparties. Et il n'y a pas de déchets. Déchets pour un organisme, c'est la nourriture pour d'autres types d'organismes. Okay. Donc, c'est juste un exemple que je trouve très, très intéressant pour expliquer les différences et pourquoi je suis pro-économie bleue, pro-business futur bleu et pro-science bleue. Alors, dans les solutions technologiques et écologiques prometteuses, ça naît, ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a beaucoup, beaucoup d'autres modèles. Et d'ailleurs, il y a un livre publié qui s'appelle Économie bleue. C'est le mariage d'innovation et les sciences du 21e siècle. C'est publié par Gunther Pauli. Donc, il y a en fait 100 modèles d'affaires développés qui ont déjà été
passer à travers des filtres d'économistes qui prouvent que ça, c'est le modèle d'affaires rentable, bleu, pour justement augmenter le proportion, amener le business bleu dans le... D'accord. Chez Oléotech, vous faites la recherche dans ce sens-là? Non, on n'est pas encore rendu bleu, on est en chimie verte, mais il ne faut pas confondre ici l'économie verte et chimie verte, c'est pas tout à fait pareil. Non, donc non, j'espère. C'est juste une qu'on va modèle tomber dans de le vision rouge. de choses, c'est ça. Non, on n'est pas encore rendu là, mais encore s'il y a la demande, définir l'offre, en fait. Ben, Donc, c'est s'il y a ce que la M. demande, Bertium, c'est qui est venu en entrevue, nous disait. On répond aux demandes qui nous sont faites de l'industrie. Exactement. Mais on a les compétences, on a les connaissances pour développer ce genre de projet. Donc, on est plus qu'ouvert. Puis, sûrement de la publicité qui se fait dans ce sens-là aussi. Oui. Si vous avez besoin, venez nous voir là-dedans. On a nos créneaux. Puis... C'est ça. Okay. C'est ça. C'est pour ça, moi, je suis présentement un petit peu comme ambassadrice d'Oléotech. Je donne les présentations, je présente la nouvelle vision de choses. Et justement, je parle que nous, on essaie de nous aligner notre mission, nos valeurs dans ce sens-là. OK. J'aimerais parler du cannabis parce que j'ai appris la semaine dernière que des compagnies pharmaceutiques s'intéressent beaucoup aux produits qui contiennent je ne sais pas combien d'éléments pour faire des médicaments. Parce que est-ce que chez Oléotech, vous touchez à cet aspect-là? Est-ce que vous avez eu des demandes dans ce sens-là pour faire des recherches puis analyser le plan pour peut-être déterminer des espèces bleues? Oui, c'est une très bonne question. En fait, nous, on a plusieurs chargés de projet qui est un peu responsable de différents créneaux. Je sais qu'on a un chargé de projet qui commençait à faire le démarche dans cette direction pour voir s'il y a le consommateur, s'il y a l'industrie qui peuvent se développer ici dans la région ou en province. Et aussi, il a fait le petit recherche au niveau de... quelle source de financement on pourrait avoir? Parce que pour nous, faire la recherche, ça prend un financement, comme David a expliqué dans les dernières présentations. Et en fait, je sais qu'on a commencé à faire la démarche. On a commencé à nous renseigner par rapport à demande de permis. C'est le fédéral qui met ça? Oui, si je ne me trompe pas, c'est le fédéral. Ou ça se passe à deux niveaux. C'est possible que ça se passe à deux niveaux. Peut-être. Oui, on a le chargé de projet qui fait la démarche. Il s'appelle François Rouillard. Donc, c'est pas moi qui travaille dans cette direction. Et oui, je sais qu'Oléotech a commencé d'être intéressé. Justement, on cherche les partenaires industriels pour ça. Parce qu'évidemment, le potentiel est énorme. Les bioactivités très intéressantes et prouvées. Elle est là. Il faut la chercher. Il faut développer cette industrie avec la nouvelle loi qui est passée à Québec. Je pense que... Ben, c'est ça. Ça pourrait apporter des éléments pour certaines guérisons. On ne sait pas. Exactement. C'est la recherche qui le dit. C'est extrêmement intéressant. Mais vous, à part faire un peu la promotion d'Oléotech, vous faites quoi dans l'industrie comme telle? Oui, en fait... présentement, je suis à 100% chercheur. Quelque chose qui m'intéresse, et j'ai déjà parlé avec David, j'ai déjà eu l'autorisation de l'Oléotech, essayer explorer un peu le terrain de éducation et vulgarisation de sciences. Donc ici, pourquoi je fais ça? Parce que je trouve qu'on a beaucoup d'avancements qui se passent dans le milieu scientifique, académique, mais mettons la population, monsieur, madame, tout le monde, il n'y a pas assez de temps de suivre en fait et pas assez peut-être d'informations. Et à l'Internet, l'information est très controversée. C'est ça qui rend la recherche de vérité de plus en plus difficile. On a le phénomène intéressant qui s'appelle Google University. Ça veut dire que les personnes qui passent faites quelques recherches de Google, 2 heures, qui pensent qu'elle a tout compris avec les articles qui moitié vrai, moitié pas vrai, qui se rendent en argumentation très fort avec les scientifiques. Donc ici, je pense que moi, en tant que scientifique, j'ai les choses à faire.
J'aimerais commencer par donner le cycle de présentation, donner le couple de présentation. La première présentation que j'ai déjà donnée, c'était l'introduction au changement climatique, cours 101. Donc, j'ai donné vraiment l'explication de base. C'est au niveau collégial, ça? En fait, c'est un grand public. C'est pour tout le monde. Public, hein? Oui, oui. Donc, la deuxième présentation que je vais donner, la date n'est pas encore déterminée. Ça va être sur 100 solutions le plus prometteur pour mitiguer les changements climatiques et surtout l'impact individuel. Parce qu'il y a beaucoup du monde qui pense, mais avec les grandes industries polluantes, qui je suis pour faire la différence? Et ici, justement, j'aimerais changer ce point de vue parce que l'impact individuel est plus important qu'on pense. Il y a une étude scientifique qui a été faite qui démontrait que si chaque personne dans les pays développés essayait de faire le changement, il y a deux scénarios. Chaque individu va essayer de faire des efforts modérés ou les efforts avancés, élevés. On a le potentiel de mitiguer les émissions de gaz à effet de serre par 20-40%. Donc, c'est bon. Quand même, c'est pas un impact négligeable. Donc, la deuxième présentation, ça va être sur justement les efforts, quel type d'efforts chaque personne, chaque individu pourrait faire pour mitiguer les changements climatiques. Et troisième présentation, ça va être sur le business bleu durable de futur, où je vais vraiment prendre beaucoup du temps pour regarder différents modèles d'affaires et justement peut-être motiver quelqu'un de s'essayer en tant qu'entrepreneur. Après ma première présentation, j'ai eu beaucoup de questions sur l'économie bleue, donc évidemment, les gens ne connaissent pas c'est un peu nouveau comme discours. Ouais. Exactement. J'ai eu beaucoup de questions et beaucoup du monde m'a écrit après qui dit « Ok, moi, je suis un entrepreneur, est-ce que vous pourrez nous donner plus d'informations, les sources, le livre que je pourrais lire pour avancer justement dans ça. » Si je reviens à oui. la participation individuelle, oui. On a eu récemment, peut-être l'automne passé, printemps passé, c'est-à-dire, le pacte. Les gens étaient invités à signer le pacte. Ah oui. Puis, ils prenaient une responsabilité. Pour réduire un peu soit la consommation de sacs de plastique. C'est ça. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que vous faites votre conférence. Exactement. C'est un très bon départ. Dans ma conférence, en fait, je m'inspirais de l'étude de Paul Hawken, s'appelle Drown Down Project. En fait, ils ont vraiment déterminé 100 solutions le plus prometteur en termes d'émissions de CO2 qu'on produit par chaque différente activité et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et ils ont vraiment calculé l'impact positif sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Okay. Donc, je présentais ce liste-là. On a parlé un petit peu durant ma dernière conférence sur chaque solution, mais j'aimerais prendre plus de temps pour justement expliquer plus en détail. C'est fun. Puis, à part les conférences, est-ce que au niveau scolaire, c'est une prochaine étape? Soit au niveau collégial avec le cégep ici à Thetford? C'est ça. En fait, j'ai commencé à déposer un petit peu ma candidature, envoyer mon CV pour m'essayer en tant qu'enseignante. Donc, j'aimerais donner le cours sur le développement durable ou sur le changement climatique. À cégep, en tant qu'au niveau de cégep jusqu'à le niveau de baccalauréat. J'aimerais essayer tout dans mon parcours durant ma vie, mettons. Tout en demeurant chercheuse chez Holotech. Tout à fait. Donc, en commençant un petit peu comme enseignante et presque temps plein comme chercheur et peut-être essayer de jouer avec le ratio, justement, avec les permissions de l'Holotech. Et en fait, si je vais réussir de combiner les deux, j'aimerais faire les deux parce que j'aime beaucoup partager les idées et expliquer et faire la synthèse de nouvelles idées, mais en même temps, j'aime beaucoup trop la recherche. J'aime beaucoup contribuer. Mais il y a déjà un bon partenariat entre Holotech et le cégep. Oui. D'ailleurs, Holotech est parti là-bas. Hein? Oui, tout à fait. C'est notre père, notre mère. Oui, c'est ça. Oui. L'émission tire à sa fin. J'aimerais que vous pouviez nous donner un peu un aperçu. On l'a déjà eu un peu, mais dans l'avenir, dans un proche avenir, est-ce que la recherche participative
avec des étudiants pourrait vous intéresser ou Absolument, absolument. Je crois fortement en ça. Et j'aimerais aussi voir plus de gens qui sont vraiment intéressés de poursuivre leur carrière en sciences. C'est vraiment très inspirant de voir les jeunes qui présentent leurs premiers projets et parler de notre problème d'humanité, de notre temps présent et aussi comme le petit mot de clôture, en fait, j'aimerais aussi inspirer les gens de parler plus aux scientifiques parce que maintenant, avec l'ère de fausses nouvelles et beaucoup d'informations qui est vraiment très controversées, on est tout accessible, relativement accessible dans la région, dans le centre de recherche. À l'Université Laval, il y a les excellents chercheurs, excellents professeurs. Si vous avez des questions, parlez plus aux scientifiques et on aime vraiment beaucoup parler aux gens, répondre les questions. On n'est pas tout le temps disponible, par exemple, mais je pense que c'est ça. votre message va être bien compris. C'est ça. Alors, un gros merci, Mme Zakharova. Merci. Mesdames, Messieurs, l'émission tire à sa fin et je vous invite à communiquer avec Mme Zakharova si vous avez des questions au point de vue environnement. Elle saura vous répondre adéquatement. Merci et à la semaine prochaine.